Salut à tous. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, nous allons essayer d'expliquer comment faire les plannings d'exécution des travaux avant l'écoulage des dalles. Mais avant de continuer, n'hésitez pas de vous abonner, de partager, de commenter avec vos proches. Comme vous le constatez, nous avons coulé les poutres finies. Nous allons faire les planchages. C'est le travail de la menuiserie. Le travail de la menuiserie consiste à ce qu'ils planchent. Ils planchent les nervis, la table de compression. Et c'est ça qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de faire ça portée par portée. Parce que la pose des nervis ont des sens inverses. Il y a des grandes portées de longueur, des grandes portées de largeur. Donc la superposition des nervis ou des ourlis ne sont pas les mêmes. Donc on tient compte de la surface des portées pour l'exécution et le planchage des travaux. On va aller voir après les passages de la menuiserie. Il y en aura les passages des ferrailleurs qui vont poser les nervis. Les ferrailleurs viendront poser les nervis, les barres des nervis, et après les ferrailleurs, nous verrons la pose des ourlis. La pose des ourlis après les réglages. Après les réglages, vous allez voir les menuisiers qui vont aller pour régler. Quand ils vont finir les réglages du planchage, il y en aura la plomberie qui passera. Les plombiers vont passer pour la pose des tuyaux d'évacuation et autres. Par rapport aux travaux de la plomberie, il y a l'électricien aussi qui va passer pour canaliser ses courants. Il va poser ses courants électriques, poser les boîtiers, faire passer les tuyaux d'électricité. C'est pas lui seul aussi qui va passer. Il y a l'électricien réseau aussi qui passera. L'électricien réseau aussi passera pour poser avant le début du coulage. Et tout cela, c'est après la pose des ourlis. Bon, je vais essayer de donner une définition et comment faire le dimensionnement d'une dalle à corps cru. Une dalle à corps cru et les connaissances que nous devons retenir. Par définition, une dalle à corps cru, c'est un élément de construction en béton préfabriqué qui est caractérisé par des alvéoles ou des vides qui réduisent son poids tout en maintenant une résistance structurelle élevée. Ces vides permettent également une meilleure isolation thermique et acoustique. Qu'est-ce que les bétons préfabriqués? Les bétons préfabriqués, c'est du béton coulé dans les moules et durci avant d'être transporté sur les sites de construction. Cela permet le contrôle de la qualité supérieure. J'ai parlé des portées. Qu'est-ce qu'une portée? Une portée, c'est la distance entre deux supports. C'est-à-dire, les supports là, ce sont des piliers, les murs, que la dalle doit franchir sans fléchir ou se déformer excessivement. Pourquoi utiliser les dalles à corps cru? Pourquoi nous choisissons les dalles à corps cru? Nous choisissons les dalles à corps cru pour leur légèreté. C'est-à-dire, les dalles à corps cru sont légères grâce à leur alvéole. Elles sont plus légères que les dalles pleines, ce qui réduit la charge des fondations et la charge sur les fondations. Parlons du côté économique. Les matériaux pour les bétons sont moins chers, c'est-à-dire moins utilisés, et ce qui réduit les coûts aussi. Parlons de l'isolation. J'ai parlé des dalles à corps cru, ce qui lui donne le nom. L'air corps cru permet une isolation. Si je parle de l'isolation, il y a l'isolation thermique et acoustique. Ça permet d'éviter les remontées capillaires et l'humidité. Comment expliquer les transports alors? Il y a la facilité des transports. Leur légèreté facilite les transports et la manipulation des chantiers. Comment dimensionner une dalle à corps cru? Nous procédons par des principes de dimensionnement. Le dimensionnement d'une dalle à corps cru se base sur plusieurs principes. Au niveau de la résistance, comme principe premier, nous avons la résistance à la flexion. La dalle doit résister aux charges appliquées sans fléchir excessivement. La résistance au cisaillement. La dalle doit également résister
aux forces de cisaillement. Comme deuxième principe, au niveau des contrôles des déformations, les déformations doivent être limitées pour garantir le confort et l'esthétique de la dalle ou du chantier. Quelles sont les étapes du dimensionnement alors? Les étapes du dimensionnement, nous avons la détermination de la charge. Nous avons la charge permanente, c'est-à-dire au niveau de la charge permanente, nous avons les poids propres, la finition. Au niveau des charges d'exploitation, nous avons les mobiliers des personnes. Comment calculer les moments? Ça, c'est dans l'exercice qui va suivre. Vous verrez un exercice avec un corrigé type. C'est pour les étudiants et les techniciens qui sont là. Si vous avez lu jusqu'à ce niveau, ben vous nous suivez jusqu'à ce niveau, n'hésitez pas de vous abonner. Toujours et toujours. Quels sont les choix? C'est-à-dire, quels sont les choix pour les types de dalles? Nous avons pour les choix des types de dalles, les coûts, la qualité souhaitée, les terrains et autres. Pour l'importance des normes, il y a des normes que nous respectons avant le dimensionnement. Nous respectons ces normes pour la sécurité. Si je dis pour la sécurité, c'est pour assurer la structure. Si la structure peut supporter les charges prévues sans risque d'effondrement. Au niveau de la durabilité, on garantit que la structure résiste aux conditions environnementales sur le long terme. Au niveau de la conformité encore. Parlons de la conformité légale. Éviter les problèmes juridiques liés à des constructions non conformes. Au niveau de la qualité, nous parlons de la qualité pour assurer des niveaux élevés de la qualité dans les matériaux et des méthodes utilisées, qui se définissent sur un cahier de charges au niveau des plans architecturaux, des plans de structure, pour éviter les effondrements, les tassements et autres. Dans la conclusion et dans l'accord que sont un choix judiciaire en génie civil, alliant la légèreté, la résistance et l'économie. Un dimensionnement rigoureux et le respect des normes sont essentiels pour garantir la sécurité de la dalle et la durabilité de la structure. Vous allez voir que pour l'exécution et le coulage de notre dalle aussi, ça va nous prendre un peu de temps parce que notre dalle a des grandes portées. La surface est énorme, ce qui fera que nous allons tarder ici un peu. Ça va nous tarder, mais on va finir tardivement la nuit. Comment gérer et comment faire le suivi des travaux dans un chantier? Pour le suivi des travaux dans un chantier, nous avons 7 étapes. Quelles sont les 7 étapes pour le bon suivi des travaux d'exécution dans un chantier? Si vous voulez suivre ça, je vais vous demander encore de vous abonner, de partager avec vos proches. Les 7 étapes clés de la gestion des projets en BTP sont tellement essentielles. Ce n'est pas appelé à être expert, mais si vous maîtrisez bien, ça va nous avantager aussi. Au niveau de la première étape, nous avons la préparation. Comment préparer son chantier? Ça va de soi que le suivi des travaux ne peut exécuter sans calendrier d'intervention. Cet outil vise à répertorier la nature de toutes les interventions qui auront lieu sur les chantiers, avec la date, les noms des collaborateurs, des ouvriers, des sous-traitants. Pour une bonne gestion des chantiers, il est recommandé d'y inclure une marge supplémentaire, c'est-à-dire une marge supplémentaire au niveau des délais pour gérer les imprévus dans le suivi des chantiers. Un calendrier de livraison planifié également la livraison des matériaux. Le planning du chantier. Si je parle du planning de l'organisation, lui prévoit la répartition des tâches de la main d'œuvre. Autrement dit, qui fait quoi? Il faut également bien préparer son suivi administratif pour regrouper les photos dans les bons, les plans, des bons de livraison et des factures au fur et à mesure. Identifier les ressources nécessaires. Deuxième étape, exemple des machines, de la bétonnière, des polytanks que vous voyez là-bas.
avons des convoyeurs aussi, des personnels qui travaillent. Comment nous livrer des ciments? Quelle est la quantité du ciment? On doit noter tout cela. Identifier les ressources nécessaires. Deuxième étape essentielle dans les suivis des chantiers, l'identification des ressources à mettre en œuvre. Dans la gestion des travaux, il s'agit d'affecter les ressources humaines, financières et matérielles nécessaires à la réalisation de chaque lot, main-d'œuvre, approvisionnement des matériaux et équipements, location d'engins véhicules que j'avais expliqué tout à l'heure. Les besoins dépendront de l'ampleur du projet, des constructions et des différents corps de métiers impliqués: peinture, menuiserie, tassement, gros œuvre, charpente, plomberie, électricité, et vous-même qui venez sur les chantiers en tant que directeur ou technicien. Un technicien ou bien un bon conducteur de travaux doit penser à planifier également les lieux de livraison des commandes, des fournitures ainsi que les délais pour s'assurer que tout arrive en temps et en heure. Réaliser en bonne et due forme. Cette étape permet d'obtenir une version de 360 degrés des ressources pour superviser chaque tâche et avoir une longueur d'avance. Si je parle d'une longueur d'avance, c'est-à-dire pour que les chantiers soient livrés à terme. Comment installer les chantiers? Troisième étape. Pour qu'un suivi des chantiers se déroule efficacement, c'est son installation. C'est très important, je vous assure, de prendre toutes les mesures nécessaires avant le début des travaux, notamment et concernant la sécurité des ouvriers. Cette phase permet de définir les plans d'installation des chantiers PIC et indispensable pour faire l'inventaire de tous les éléments présents sur les chantiers: engins, passages, sanitaires, parking, etc. Il faut également demander toutes les autorisations nécessaires pour l'utilisation d'outils spécifiques. Vous allez voir que nous coulons jusqu'à la nuit, mais nous avons des autorisations, des mandats qui nous permettent de couler, de travailler les nuits. Prévoit ainsi les avances d'offres la possibilité de sécurité. Nous avons pris des mesures de sécurité sur les lieux des travaux parce que c'est la nuit. Des bonnes bases. Comment établir un planning? Le planning des chantiers est un document essentiel pour planifier l'avancée des travaux, que ce soit la livraison des matériels, les missions journalières de chacun ou encore l'intervention des sous-traitants. Si je parle de l'avancement des sous-traitants, pourquoi réussir pour réussir son suivi des chantiers, il faut organiser au mieux les plannings. Donc, on a les plans de planification des réunions que je ne peux pas expliquer. Donc, c'est un peu ce que nous devons savoir sur les dalles encore crues, comment faire l'organisation, comment couler ça, s'il faut laisser terminer demain, non, ça c'est impossible. Donc, on doit finir ce qu'on a débuté dans toute la journée et difforme pour que ça soit conforme, homogène et non hétérogène. Donc, c'est un peu ça. Nous sommes presque à la fin du coulage. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin.